Je laisse Madame Lurel présenter ses missions au sein de la Maison de Justice en tant que déléguée du Défenseur des droits. Merci Madame Barrault de m'avoir invitée. J'espère en tout cas que mon intervention sera utile et pourra en tout cas vous éclairer pour vos démarches futures. Donc je suis Madame Lurel, j'interviens à la Maison de la Justice et du Droit en tant que déléguée du Défenseur des droits. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette institution, ce qu'on fait exactement, qui peut faire appel au Défenseur des droits, comment, pourquoi. Les moyens d'action qui sont à sa disposition, en tout cas les pouvoirs du Défenseur des droits et de ses délégués, parce qu'on verra que c'est pas tout à fait pareil. Et puis, je vais terminer en vous donnant des exemples concrets de ce qu'on fait dans chacun de ces domaines d'intervention. Alors tout d'abord, tout simplement, le Défenseur des droits, c'est une institution indépendante qui veille au respect des droits et des libertés. Cette institution est personnifiée en tout cas par une personne qui est aussi la Défenseure des droits actuellement, Madame Claire Hédon, qui a succédé l'année dernière à Monsieur Jacques Toubon. Le Défenseur des droits, donc, comme je disais, est une institution qui veille au respect des droits et des libertés. Il intervient donc dans 4 domaines pour défendre les droits des personnes qui sont usagères des services publics. Et ça représente à peu près 94% des dossiers traités par le Défenseur des droits et de ses délégués. Il intervient aussi pour défendre les droits des victimes de discrimination, on en reviendra plus tard dans ma présentation, des droits des enfants en 3e position, ça représente à peu près effectivement 1,6% des dossiers traités. Et il intervient aussi pour défendre les droits des personnes qui ont été victimes d'un comportement incorrect des professionnels de sécurité. Et enfin, depuis 2016, le Défenseur des droits intervient pour protéger les droits des lanceurs d'alerte. Je vais en parler tout de suite, puisque de toute façon, le délégué, en tout cas les délégués, n'ont qu'un rôle d'orientation des défenseurs d'alerte, pour sa protection, on ne peut pas prendre connaissance exactement des faits et de la situation. On va juste l'orienter sur la manière, donc la procédure pour faire remonter leurs alertes, en tout cas au niveau du siège du Défenseur des droits. C'est une procédure de double enveloppe, c'est-à-dire que les faits, tous les documents seront adressés au Défenseur des droits dans une enveloppe avec toutes les informations. Et cette enveloppe sera elle aussi insérée dans une autre enveloppe sans indication des coordonnées de la personne en question et sur une adresse, l'adresse postale du Défenseur des droits, tout simplement. Et donc nous, le rôle en tout cas des délégués dans ce cas-là pour l'orientation des défenseurs d'alerte, c'est juste de leur expliquer un peu la procédure de double enveloppe, regarder si effectivement les faits constituent une alerte, tout simplement. Je reviens rapidement sur le premier domaine d'intervention qui, comme je disais, représente 94% des dossiers du Défenseur des droits, c'est-à-dire les personnes qui rencontrent des difficultés avec les services publics. Ça exclut les litiges privés, les litiges d'ordre privé. Par exemple, une personne qui est enseignante au sein de l'éducation nationale ne peut pas nous saisir, nous, pour des problèmes justement qui relèvent de l'éducation nationale ou pour une inscription ou quoi que ce soit, sauf justement si cette situation relève de la discrimination. Dans ce cas-là, que ce soit un litige privé ou public, le Défenseur des droits est compétent. Par exemple, pour donner un exemple concret, on ne peut pas intervenir dans des problèmes je vais y arriver, de contrat, par exemple, parce que la personne, ça relève en tout cas d'un litige entre l'employeur et le salarié, et donc on va l'orienter vers les prud'hommes ou les services idoines. Comment et qui peut faire appel au Défenseur des droits et donc à ses délégués?
Tout simplement, il faut que la victime, donc la personne qui s'estime victime dans un des domaines qui relève du champ de compétences du défenseur des droits, soit française et réside en France, d'une part. Enfin, dans un premier cas, on peut avoir une victime qui est française mais qui réside aussi à l'étranger, qui peut rencontrer des difficultés avec une ambassade ou un consulat à l'étranger. Ou alors la victime est étrangère, réside en France, et le problème s'est amorcé en France. Voilà. On ne peut pas intervenir dans le cas d'une personne étrangère qui réside en France, mais qui a un souci avec une administration qui n'est pas française et qui est à l'étranger de surcroît. On n'est pas du tout compétent. Alors, comment saisir le défenseur des droits et ses délégués? Donc, par courrier, gratuitement, en tout cas, par envoi postal qui est aussi gratuit. On a une adresse libre-réponse, donc il n'y a pas de frais engagés pour la personne. On peut saisir aussi le délégué en ligne via un formulaire en allant tout simplement sur le site du défenseur des droits. C'est très simple, on dit saisir le défenseur, on explique un peu la situation et on sera orienté vers les délégués. Et enfin, dernière manière de saisir le défenseur, donc en rencontrant un délégué justement en présentiel après des démarches préalables. Alors, après des démarches préalables, je précise qu'il s'agit seulement, enfin ça concerne seulement le premier domaine d'intervention. Pourquoi? C'est tout simple, parce que si on doit intervenir auprès justement d'un service public, sur la base de quoi? Ben, en fait, on fait pas. La personne peut se plaindre d'une administration et nous, on doit quand même s'appuyer sur quelque chose pour pouvoir porter la réclamation de cette personne. S'il n'y a pas eu de démarche préalable, notre intervention est presque, on va dire, un peu caduque, puisqu'en fait, l'administration peut très bien dire qu'elle n'a pas reçu de réclamation. Donc, en fait, elle voit mal pourquoi on peut lui reprocher quelque chose. Alors, les délégués, on est quand même plus de 500 sur tout le territoire national et aussi dans les départements d'outre-mer, départements et territoires d'outre-mer. Donc, on a l'impression que le nombre est en augmentation, évidemment, depuis quelques années. Mais quand on réfléchit un peu à la population, enfin, on trouve qu'on n'est pas beaucoup quand même pour gérer des réclamations qui sont de plus en plus nombreuses au cours des années. Après étude donc du dossier, de la personne, de sa réclamation, que va faire exactement le délégué du défenseur des droits? Alors, il y a 3 possibilités. On peut soit vous orienter vers un service idoine, c'est-à-dire qu'une personne, une administration ou une association, une institution, un organisme qui sera beaucoup plus approprié dans la situation parce que en tout cas, la situation ne relèvera pas du champ de compétences du défenseur des droits. On peut trouver une solution à l'amiable. Et là, c'est le cas des délégués où on est complètement compétent. On va dire que c'est le moyen d'action des délégués du défenseur des droits. Et puis, on peut enquêter. Alors là, il s'agit plutôt des juristes du siège du défenseur des droits et intervenir le cas échéant. Alors, faut savoir qu'en tout cas, contrairement aux délégués, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais plus tôt dans mon intervention, on a moins de pouvoir d'action que le défenseur des droits, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on peut effectivement intervenir dans le cadre du règlement à l'amiable en demandant de simples explications par courrier, demander à ce qu'on nous communique des informations. En tout cas, on propose, on ne va jamais imposer la solution du règlement à l'amiable, on propose et le cas échéant, on écoute la version des deux et on demande des preuves, en tout cas des documents, des indications de la part de la personne qui est mise en cause. Et cette personne peut nous communiquer des informations, des pièces, etc. Ça, la communication de pièces, la demande d'explication par courrier ou la demande d'information, on va dire que c'est à peu près tous les pouvoirs du délégué. Et quand on arrive à cette limite, c'est-à-dire quand la personne mise en cause refuse la proposition de règlement à l'amiable ou ne répond pas à nos courriers, à nos demandes de sollicitation ou à nos demandes d'information, ou ne veut pas nous communiquer de pièces,
on est un peu bloqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire remonter le dossier en question vers le siège du défenseur des droits, où effectivement les juristes vont prendre le relais. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du siège du défenseur des droits, il a plus de pouvoir, en tout cas, qu'au niveau local. Il peut en outre mettre en demeure la personne mise en cause de communiquer les informations demandées. Et là, on arrive quasiment à une procédure judiciaire, parce qu'en fait, si cette personne, après la mise en demeure, ne communique pas les informations demandées, le défenseur des droits peut saisir le juge des référés. Il peut invoquer officiellement le délit d'entrave qui est prévu par la loi. Il peut également convoquer dans ses locaux la personne mise en cause afin de procéder à des auditions. Le défenseur des droits au siège peut aussi il peut se déplacer, faire des vérifications sur place dans les locaux, etc. et procéder à des procès-verbaux. Il peut également, il a la possibilité de faire des transactions pénales, c'est-à-dire que s'il constate une violation ou une discrimination, par exemple, et prévue dans le cadre prévu par la loi, il peut proposer, on va dire, une sanction, enfin, prévoir une sanction, en tout cas, qui sera après mise en œuvre par le juge, pardon. Il peut également faire des recommandations à une personne mise en cause. Alors, je dis personne mise en cause, mais il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne privée. Donc, proposer des recommandations officielles et procéder aussi au suivi de ces recommandations, c'est-à-dire vérifier si la personne mise en cause a mis en œuvre les recommandations du défenseur des droits. Il peut aussi demander des sanctions et enfin faire des observations devant le juge. C'est-à-dire que la personne mise en cause a refusé la proposition de règlement à l'amiable, refusé le règlement à l'amiable et de trouver une solution autre que judiciaire. En tout cas, la victime, elle, va saisir la justice et en parallèle de son action, le défenseur des droits va s'adjoindre, en tout cas, à la procédure en proposant des observations devant le juge. Alors ça, j'ai été un peu rapide, mais s'il y a des questions par la suite, je pourrais très bien y revenir. Et d'ailleurs, je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus. C'était vraiment pour vous montrer l'étendue des pouvoirs d'action du défenseur des droits. Et alors, la limite, en tout cas, de ceux des délégués, mais avec le peu de pouvoir, on arrive quand même à faire quelque chose, puisqu'il faut quand même savoir que 77% des dossiers qui sont, des saisines du défenseur des droits sont traités par les délégués du défenseur des droits. Donc, on peut imaginer que le règlement à l'amiable et les pouvoirs restreints qu'on a sont quand même assez suffisants et servent quand même à quelque chose pour les personnes qui nous saisissent. Alors, je vais vous donner des exemples concrets dans les 4 domaines d'intervention du défenseur des droits. D'abord, s'agissant des services publics, on intervient alors vraiment dans tous les services publics. Il peut s'agir des services publics de l'État, la préfecture, l'éducation nationale, les services publics locaux, conseil départemental, des établissements privés chargés d'une mission de service public. On est très bien en contact avec la CNAV, la CPAM, la CAF, le Pôle emploi, les administrations fiscales. Vraiment, on a de tout. Et principalement, je voulais vraiment parler de quelque chose qui parle à tout le monde. On intervient dans la plupart des cas dans le domaine de la protection sociale et la sécurité sociale, le droit routier et le droit des étrangers. Alors, pour ce qui est de la protection sociale et la sécurité sociale, il s'agit tout simplement de demandes, par exemple, de remboursement, par exemple, pour ce qui relève de la CPAM. Alors, pour être très très clair, on va dire 90% des réclamations concernent des problèmes de non-réponse. Tout simplement, les personnes, les usagers et usagères du service public s'adressent à une administration
et soit ne vont pas obtenir de réponse ou obtenir une réponse qui n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle n'est pas intelligible par la personne, parce qu'on comprend bien que l'administration utilise des termes que des personnes ne vont pas forcément comprendre, ou alors qui ne seront pas adaptés à la situation. Il peut s'agir de réponses qui soient automatiques et qui ne vont pas forcément concerner les personnes. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, c'est une situation de non-réponse. Il faut préciser que le rôle du délégué du défenseur des droits et du défenseur des droits n'est pas de faire du passe-droit, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire remonter les dossiers au-dessus de la pile et faire en sorte que les dossiers soient traités en priorité. On va tout simplement rétablir les personnes dans leurs droits, c'est quelque chose de complètement différent. On intervient un peu, on fait de la médiation tout simplement, on est un peu un troisième regard sur la situation, puisque les personnes en général, la situation a déjà pris de l'ampleur et on ne se comprend pas, il n'y a pas de communication, et nous on intervient, on essaie un peu d'expliquer le point de vue de chacun et on arrive toujours à trouver une solution. Dans 99% des cas, il s'agit vraiment d'un problème de communication et le problème est rapidement réglé. Alors, s'agissant du droit routier, pour vous donner un exemple concret, on est souvent saisi de personnes qui se retrouvent avec une contravention majorée, c'est-à-dire que la situation a déjà empiré. En fait, on est déjà au stade des saisies à tiers détenteurs, c'est-à-dire on a carrément, enfin, l'administration fiscale va intervenir carrément sur les comptes des personnes et prélever des sommes pour justement le règlement de ces contraventions. Or, les personnes en question m'expliquent n'avoir jamais reçu de contravention initiale, c'est-à-dire que avant d'arriver au niveau de la contravention majorée, il y a d'abord une contravention initiale et la personne a effectivement le choix soit de la payer tout de suite, soit de la contester, etc. Mais en tout cas, il y a toujours une contravention initiale. En l'occurrence, les personnes qui viennent nous voir n'ont pas reçu la contravention initiale et il y a beaucoup de soucis parce qu'en fait, elles se sont ou pas adressées à l'officier du ministère public pour recevoir cette contravention initiale. Les dossiers, en tout cas les courriers se perdent. En fait, on a beaucoup de problèmes de communication et aussi qui sont liés aux envois postaux, etc. Donc nous, effectivement, le rôle du délégué est en tout cas de présenter la situation à l'officier du ministère public. Alors jamais d'intervenir pour la personne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se substituer à la personne pour faire la démarche à sa place. Après justement avoir prévenu la personne qu'il fallait faire des démarches préalables, toujours parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, si la personne n'a pas fait de démarche préalable, on ne peut pas venir se présenter devant l'officier du ministère public et dire oui, cette personne n'a jamais reçu de contravention. On peut très bien se voir répondre que personne n'a reçu en tout cas de réclamation concernant une contravention initiale. Donc, d'où l'importance des démarches préalables de la part de la personne. Et nous, sur la base de ces démarches préalables, de ces courriers qui n'ont pas reçu de réponse, on intervient pour obtenir en l'occurrence une contravention initiale. Ça, c'était pour le droit routier. On a aussi beaucoup de demandes concernant le droit des étrangers. Alors, les demandes sont aussi polyqualifiées. Alors, on a droit des étrangers, mais aussi qui concernent du droit routier. Pourquoi? Tout simplement pour les demandes d'échange de permis étrangers. Alors, on sait qu'actuellement, les demandes prenaient beaucoup de temps, d'où actuellement une réorganisation un peu de la procédure. Et en fait, il n'y a plus de demandes par courrier, les demandes se font maintenant en ligne. Mais alors, on reçoit encore des personnes qui ont déposé des demandes depuis 2018, voire 2016, j'ai eu un cas comme ça, et qui n'ont pas eu de réponse, ou alors qui ont des réponses qui sont un peu contradictoires, c'est-à-dire, j'ai eu un cas d'une personne qui me disait qu'on lui a donné une réponse négative, un refus en tout cas d'échange de permis, parce que, en l'occurrence, le pays en question ne procédait pas à l'échange. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait bien un accord entre les deux pays. En fait, le rôle du délégué, tout simplement, est de pointer le problème et de faire comprendre à l'administration qu'il y a eu un souci. Et effectivement, quand ça se passe très très bien, l'administration prend conscience de son erreur qui peut arriver et la situation est vite réglée. Alors ça, c'était droit des étrangers et à la fois aussi droit routier. Pour ce qui est du droit des étrangers, on intervient alors en priorité avec les préfectures pour des demandes. Alors,
je vais faire très attention à mes propos parce qu'en fait, je vais d'office écarter quelque chose qu'on ne peut pas faire de toute façon en tant que délégué. On ne peut pas obtenir de rendez-vous aux réclamants qui n'arrivent pas à prendre de rendez-vous en ligne sur le site des préfectures. C'est un vrai problème et qui est en discussion d'ailleurs au siège du défenseur des droits avec les préfectures justement pour essayer de trouver une solution à ce souci parce qu'effectivement il s'agit d'une vraie rupture de droit. La distinction qu'il faut bien faire, c'est que la personne qui fait une demande, soit de première demande de titre de séjour ou de naturalisation, n'a pas le droit à ce qu'on lui fasse une réponse positive à sa demande, mais elle a quand même le droit d'avoir accès au service, et c'est là où le bas blesse, et ces personnes n'arrivent pas à prendre de rendez-vous. On ne peut pas, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est hors de nos champs de compétences, enjoindre en tout cas l'administration à mettre en place des rendez-vous tout simplement. Alors, on redirige avec des procédures de capture d'écran, mais si vous voulez, on pourra en discuter après avec vos questions, je pense qu'il y en aura beaucoup. Mais en tout cas, on peut intervenir pour des questions, on va dire, des questions très simples et qui sont prévues par la loi, par exemple le refus de remise d'un récépissé lors d'un dépôt de demande, par exemple, des choses comme ça. En tout cas, concernant ce problème, on est très peu saisi, en tout cas, ce qui me concerne. J'ai eu très peu de saisines pour des demandes concernant la préfecture, mais sur le droit pur, droit des étrangers, c'est-à-dire qui ne concernait pas d'échange de permis étrangers. Et outre le problème de la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Alors ça, c'était pour les services publics. Si vous avez des questions sur un autre organisme, je suis bien sûr à disposition à la fin de mon intervention. Je vais parler maintenant du deuxième domaine d'intervention du défenseur des droits, qu'il s'agit des discriminations. Je vais faire un tout petit rappel très très rapide de la discrimination, parce qu'en fait, il y a beaucoup une histoire de ressenti quand on parle de discrimination. On a un sentiment d'injustice, on a l'impression d'avoir été discriminé, et parfois il ne s'agit pas de discrimination, parce qu'il faut garder à l'esprit que la discrimination se construit sur la base de 3 éléments. Il s'agit d'un traitement défavorable d'une personne, sur la base d'un critère qui est prévu par la loi. Il y en a 25. Je vous laisse vous rapprocher, de vous renseigner sur ces 25 critères. Je vais en parler très rapidement, mais il y en a beaucoup, en tout cas. Il y a beaucoup de critères sur lesquels une personne peut être discriminée, et dans un domaine prévu par la loi, c'est-à-dire l'emploi, l'accès aux biens et aux services privés ou publics, etc. Et donc seulement si on a la réunion de ces 3 éléments, on se retrouve en face d'une discrimination. Si ce n'est pas le cas, il peut s'agir d'autres situations qui sont aussi punies en tout cas par la loi, comme l'injure ou d'autres choses, des propos racistes, etc. Mais il ne s'agirait pas en tout cas de discrimination. Alors, dans quel domaine les personnes qui se rapprochent des délégués sont discriminées? En général, il s'agit sur le critère du handicap ou sur l'origine ou encore sur le sexe. Tout simplement, je vous donne un exemple, l'état de grossesse aussi. Alors, je vais vous donner 2 exemples qui vont être très parlants. D'abord, dans le domaine de l'accès aux biens et aux services privés. Une personne qui, en situation de handicap, n'arrive pas à obtenir un logement justement sur la base de ce handicap. Il y a plusieurs choses à voir. Il faut avoir beaucoup d'éléments, en tout cas pour... là où le bas blesse, en tout cas dans ces dossiers, c'est la preuve et les éléments de preuve. On a beaucoup d'outils à notre disposition, notamment le testing, c'est-à-dire qu'on va simuler en tout cas une démarche dans l'organisme mis en cause pour savoir si effectivement il y a de la discrimination. Mais en tout cas, il y a 2 cas, et donc j'ai eu un cas récemment
où effectivement une personne à qui on refusait de louer tout simplement un appartement sur la base de ses revenus, parce que cette personne qui ne percevait que l'allocation adulte handicapé, alors elle peut se sentir discriminée parce qu'elle disait qu'elle ne trouvait pas de logement et qu'on lui rétorquait que ses revenus étaient trop faibles. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas de discrimination parce que l'usage veut que une personne qui veut louer un appartement, il faut qu'elle apporte la preuve de revenus qui soit alors 3 fois supérieur au montant du loyer. Il ne s'agit pas de discrimination puisqu'en fait on ne se base pas sur que la personne soit en en situation de handicap ou pas, mais c'est vraiment une garantie pour le bailleur tout simplement. Par contre, là où il y a une distinction, et le défenseur des droits a eu l'occasion de prendre une décision d'ailleurs sur la question, c'est que les bailleurs peuvent avoir une GLI, c'est-à-dire une assurance tout simplement garantie loyer impayé, et cette garantie à l'époque, je crois que c'était en 2017, refusait de prendre en compte tous les revenus de la personne qui perçoit l'allocation adulte handicapé. Il me semblait que c'était à hauteur seulement de 30%. Et là, effectivement, le défenseur des droits avait considéré qu'il s'agissait d'une discrimination parce que seules les personnes, en tout cas ces personnes ça visait indirectement, les personnes qui percevaient l'allocation adulte handicapé. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la distinction, c'est vraiment très 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 délicat. On étudie avec beaucoup d'attention les dossiers de discrimination et parfois c'est vrai que on peut sentir ce sentiment d'injustice, mais c'est bête et méchant, il suffit juste d'appliquer la loi et il faut vraiment un traitement défavorable sur la base d'un critère de discrimination qui est prévu par la loi et dans un domaine qui est prévu par la loi. Alors, deuxième exemple, je parlais de l'état de grossesse, donc le critère de l'état de grossesse. Une femme, donc une personne qui, à l'issue de son congé maternité, va perdre son travail ou alors va avoir une diminution significative de son salaire parce qu'on estime qu'elle n'aura plus le temps de s'occuper, enfin de travailler correctement parce qu'elle devra s'occuper de ses enfants, etc. Donc là, on est vraiment sur de la discrimination. Il faudra apporter beaucoup de preuves, c'est-à-dire la preuve de la baisse de salaire, de comparer avec les collègues, savoir si ça fait vraiment suite à l'annonce de la grossesse, etc., etc. On pourra en discuter effectivement tout à l'heure au cours des questions. Troisième domaine d'intervention du défenseur des droits, donc le domaine des droits de l'enfant. Un exemple tout simple, d'ailleurs je vais vous en donner deux. Une personne qui a des difficultés à inscrire son enfant à l'école, tout simplement. Donc on va aussi se rapprocher de l'administration, donc après démarche préalable bien sûr. Mais alors c'est là où c'est intéressant, c'est que comme on est aussi dans le domaine des droits de l'enfant, il n'y a pas de démarche préalable obligatoire. Et donc là, on peut intervenir sur les deux tableaux et demander à l'administration sur la base de quelles sont les raisons en tout cas qui justifient le refus de l'inscription, etc. Et pareil, on intervient tout simplement par une médiation. On essaie d'avoir des réponses pour la personne en tout cas pour le parent de l'enfant. Ou là, c'est arrivé aussi récemment. Alors, comme je vous disais, les demandes sont polyqualifiées puisqu'il s'agissait de jeunes, d'enfants étrangers qui étaient arrivés sur le territoire national via le regroupement familial et qui n'avaient pas qui n'arrivaient pas à s'inscrire à l'école, tout simplement. Et là aussi, donc j'ai dû intervenir, contacter donc les services de l'éducation nationale, essayer d'avoir des explications sur ce qui s'est passé. Et en fait, après avoir contacté d'abord le CIO et ensuite la personne qui était chargée en tout cas qui était responsable du bassin du département considéré, savoir ce qui s'était passé et la situation est rentrée dans l'ordre.
Alors ça, c'était pour le domaine des droits de l'enfant. Et enfin, dernier domaine dans lequel les délégués vont intervenir, il s'agit du domaine de la déontologie. Donc, comme je vous expliquais, les personnes qui ont été victimes d'un comportement incorrect des forces de sécurité, des forces de l'ordre et de sécurité. Alors, les délégués du défenseur des droits n'interviennent que pour 2 situations. Ça ne veut pas dire que le siège, en tout cas les juristes du siège, ne sont pas compétents, mais nous, on a reçu une délégation de compétences seulement pour ces 2 situations. Il s'agit de refus de dépôt de plainte, parce qu'effectivement, déposer une plainte, c'est un droit, tout simplement. Et la personne en face, donc l'agent en face, n'a pas le droit de refuser de prendre tout simplement votre plainte. Et aussi en matière de propos déplacés. Alors, il peut s'agir de propos déplacés dans le cadre d'un contrôle de sécurité ou d'un contrôle routier, etc. Alors, dans les 2 cas, et là, la difficulté va être d'apporter des éléments de preuve sur lesquels le délégué pourra appuyer son action. Alors, on demande en tout cas aux personnes d'essayer d'apporter le maximum d'informations sur la situation, le jour, l'heure, est-ce qu'il y avait du monde, quelle était la description physique de l'agent si on n'a pas son nom, est-ce qu'il a des signes distinctifs, un tatouage, etc. Le rôle, en tout cas, ici, du délégué va être d'informer la hiérarchie de la situation, c'est-à-dire de la réclamation de la personne. On va aussi relever le manquement, c'est-à-dire le refus de dépôt de plainte ou alors les propos déplacés, et demander à ce que des mesures soient prises afin de remettre en tout cas la personne dans ses droits, soit de prendre en tout cas sa plainte s'il s'agit de plainte, ou de rectifier le tir en matière de propos déplacés, c'est-à-dire des excuses tout simplement ou d'autres mesures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Oui, ça fait quand même 45 minutes. Et puis, je reste disponible pour toute question.